Bonjour à tous, merci, de nous retrouver. Merci à tous d'être aussi, fidèles, que ce soit sur, Twitch ou YouTube pour nos débriefs ou sur, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de replay en audio, donc pour nos replays de nos débriefs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse d'avant-match, une émission d'avant-match, d'avant même double confrontation en Europa League contre, Benfica pour les, 16e de finale de l'Europa League. Pour en parler, je suis avec Jérémy Docteur, qui est donc journaliste pigiste, notamment à France Football. Salut Jérémy. Salut, salut. Et je suis également avec Patrick, qui tient le compte Foot Tactique, Football Tactique, sur Twitter et qui est socio du Benfica. Salut Patrick. Salut, salut. Donc vous connaissez la musique sur Arsenal French Club. On va faire un rapide tour de table pour aborder les enjeux de cette double confrontation. Jérém, je me tourne virtuellement vers toi pour débuter. Tu t'attends à quoi sur ce match? C'est un match, tu t'attends à pas mal de buts, une confrontation déjà charnière pour la saison des deux équipes, notamment celle d'Arsenal? Ouais, pour Arsenal, oui, parce que, en championnat, on l'a vu, cette équipe est un peu schizophrène, à enchaîner des superbes perfs comme, des perfs catastrophiques. Hem et en fait, ça va être, c'est la voie, la plus facile, qui est déjà très compliquée pour, peut-être aller en C1. Par le championnat, la Ligue des champions, ça me paraît, très compromis, même l'Europa League. Après les écarts sont encore, réduits, mais Arsenal va devoir, être beaucoup plus régulier et tenir la cadence pour, se raccrocher parce que l'automne et l'hiver ont été, très, très compliqués. Donc ce match, c'est un peu l'occasion de sauver une saison comme la FA Cup l'a été, un certain nombre de fois ces dernières années. Mais maintenant, il y a plus d'FA Cup, il y a plus que l'Europa League avec des adversaires qui peuvent être compliqués et après je ne suis pas au jour le jour Benfica, mais à mon avis, ça va pas être une partie de plaisir non plus, surtout que, voilà, Arsenal peut te faire, n'importe quoi, peut dérouler comme, se ramasser complètement, quoi. Et donc côté Benfica, double confrontation charnière également pour la saison du Benfica? Franchement, la saison est tellement compliquée, que je sais même pas si ça sauverait vraiment la saison d'éliminer Arsenal à ce stade de la compétition. Le Benfica actuellement, je sais même plus, j'ai arrêté de compter, mais, à plus d'une dizaine de points du leader, 13 si ma mémoire est bonne. 13 points, c'est ça. Ouais, du Sporting, 4e, au championnat, derrière Braga, derrière, Porto, derrière donc le Sporting. La saison est extrêmement compliquée. Il y a des raisons qui sont, logiques, on va dire, qui sont, compréhensibles. Il y a des raisons après qui sont, de la direction sur lesquelles on pourra venir, peut-être plus tard. Mmh. Mais je suis même pas sûr que je vois pas un emballement particulier au Portugal autour de cette confrontation, en fait. C'est un match qu'on va jouer. Le calendrier, en plus de ça, est tellement chargé qu'on n'a même pas le temps de digérer le match d'avant, qu'on est déjà sur ce match-là. Donc j'ai même pas vu encore un emballement particulier autour du match. Mmh. Ouais. Justement sur cette double confrontation, donc le match, aller donc se joue, ce jeudi à 21h heure française. Donc match qui va se dérouler, les 2 confrontations vont se dérouler dans des, conditions, particulières. On va justement en parler puisque en raison des restrictions, sanitaires entre le Portugal et le Royaume-Uni, donc le Royaume-Uni qui n'est plus, dans l'Union européenne à cause du Brexit, des restrictions, particulières. Le match donc, aller, le match aller entre Benfica et Arsenal, donc c'est le match à domicile pour Benfica, à l'extérieur pour Arsenal, se jouera donc au stade olympique de Rome. Ce jeudi, le match retour, j'en parle déjà, c'est donc Arsenal à domicile contre Benfica à l'extérieur à 19h heure française à Athènes dans le stade de l'Olympiakos. Pour ce match, pour ces 2 matchs en terrain neutre, Jérém, par exemple, qu'est-ce que tu en penses de cette, de cette décision, de l'UEFA de faire jouer ces 2 matchs en terrain neutre? Heu et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le football joué par les 2 équipes? Bah, après, tu es en plein milieu d'une pandémie et les clubs ont pas la main sur les décisions gouvernementales, sanitaires. Mais ça fait peu de sens, tout ceci est un peu étrange, sans
si on va laisser de côté le bilan carbone qui va être catastrophique pour cette, double confrontation, parce que tu vas quand même faire voyager 2 équipes dans 3 pays différents en 10 jours, en gros. Parce qu'Arsenal va aller à Rome, va revenir à Londres, va repartir à Athènes et va revenir à Leicester. Et Benfica va devoir rentrer au Portugal, aussi le week-end. Et puis en plus, il y avait eu un peu un quiproquo sur ce match retour, à Athènes, donc le match à domicile d'Arsenal à Athènes, ce qui fait un peu loin pour un match à domicile. Mais, il y avait eu un confinement décrété, donc Arsenal avait un peu rétropédalé, mais finalement c'est quand même maintenu. Et puis l'ironie de l'histoire, c'est quand même que ce match se joue dans le stade de l'Olympiakos qui a éliminé Arsenal l'année dernière en prolongation, un match catastrophique. Mais bon, après, voilà, c'est la vie pendant la pandémie. C'est un peu n'importe quoi tout ça et c'est pas le seul match de Ligue des Champions ou d'Europa League, qui va être délocalisé. Il y a plein d'équipes anglaises notamment. Mais, après, bon, la seule différence que je vois, étant donné qu'il y a pas de supporters, et que bon, Arsenal a pu faire, n'importe quoi ou super bien jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Avant, il y avait pu avoir ces problèmes à l'extérieur qui ont été un peu améliorés ces derniers temps. Mais là, la seule différence, c'est peut-être le transport parce que même si ça reste l'Europe, Athènes, c'est plus loin que Londres, factuellement. Et voilà, moi je vois juste une incohérence, totale, en pleine pandémie de trimballer autant 2 équipes pour une confrontation européenne, quoi. Patrick, tu penses quoi de ça également? C'est pareil, qu'est-ce que tu penses de Moi, cette je suis décision et puis des conséquences sur le plan footballistique aussi? bah, je suis totalement d'accord. Je pense que, comme je le disais, on a même plus le temps. Je pense que c'est pareil pour Arsenal, c'est pareil de toute façon pour tous les clubs qui sont encore dans plus de 2 compétitions, on va dire. On n'a pas le temps de digérer un match, qu'on est déjà sur celui d'après. Donc là, s'il faut ajouter à ça des voyages, en Grèce, des voyages en Italie et cetera, parce que normalement sur un match, sur une élimination de coupe d'Europe, tu as un match à l'extérieur. Donc tu as un seul voyage en avion, donc tu as une seule récupération un peu, différée et cetera et cetera. Là, du coup, tu en as 2 en fait. Hem, donc c'est et puis c'est pas des petits déplacements, je veux dire, c'est pas des trucs que tu fais en une demi heure en avion ou 45 minutes. C'est quand même des déplacements qui je sais pas si tu peux rentrer dans la même soirée, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Donc je pense que déjà sur les villes choisies, ils auraient peut-être pu trouver quelque chose qui est un petit peu plus entre les 2 pays, genre la France ou l'Espagne, par exemple, ou heu, après je sais pas, c'est peut-être aussi par rapport aux pays qui peuvent accueillir des Anglais à l'heure actuelle. Je crois que la France aussi a des restrictions par rapport à la Grande-Bretagne. Donc oh, franchement, c'est une galère. J'ai pas envie de jeter la pierre à l'UEFA sur le coup, parce que je pense qu'ils essayent vraiment de se démerder. Et puis, pour être honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui, le domicile extérieur n'a plus vraiment de sens avec les stades vides. Donc voilà, c'est juste, ouais, dommage pour la récupération des 2 équipes en ce moment avec la quantité de matchs qu'il y a, c'est une difficulté de plus à gérer. Heu, pour ce qui est des 2 clubs et pour ce qui est de l'Europa League, donc on en a parlé, le fait que ce soit, qu'il y ait pas de public, ça ne change pas forcément grand-chose au niveau que ce soit à l'extérieur ou à domicile dans différents pays, à part, justement le voyage. Pour ce qui est de l'objectif des 2 équipes, Jérém, pour Arsenal, comme depuis, quelques années maintenant, l'objectif, c'est vraiment, la victoire finale et donc ça passe par une victoire contre Benfica, ce qui va pas être, simple. Mmh. Ouais, l'Europa League est un peu devenu un exutoire, ces dernières années, même enfin la FA Cup l'a été, mais on se souvient qu'il y a peut-être 3 4 ans, Arsenal est éliminé contre l'Atlético en demi d'Europa, l'année suivante en finale contre Chelsea. L'année dernière, ça a un peu mal tourné, mais c'est toujours, oui, c'est toujours une compète qui te permet d'aller en C1 et de faire un beau parcours européen. Après, je vois les autres équipes, il y a quand même, Manchester, Tottenham, la Roma, Leicester, Naples. Il y a quand même potentiellement beaucoup d'équipes supérieures à Arsenal, au moins sur ce qu'on voit cette saison. Après sur 2 matchs, tout peut arriver, surtout si c'est délocalisé, on ne sait pas où. Mais, c'est sûr que c'est quelque chose que Arsenal va aller chercher, parce que déjà c'est le seul trophée qu'ils peuvent remporter. Puis c'est le championnat est tellement bizarre cette année qu'il y a tellement de matchs, il y a une accumulation de matchs dingue. Là encore, vous en parliez, Arsenal va jouer contre City ce week-end et va jouer contre Leicester après, le week-end d'après.
Ça fait le premier et le troisième du championnat. Enfin, il faut tout gérer. Il faut gérer un calendrier monstrueux, des blessures, des voyages. Honnêtement, ce match, il fait un peu, posé là au milieu du truc, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui peut arriver. Tout peut se passer et j'ai l'impression que c'est un peu entre 2 clubs en difficulté qui font une saison, brinque-ballante pour le moins. Donc oui, ça c'est l'occasion de faire un beau parcours, et puis de retrouver un peu confiance, de se relancer, et d'avoir vraiment un objectif parce que là, Arsenal est certes, les marges, comme je le disais, sont encore infimes, mais ça commence à se creuser quand même devant et puis Arsenal est 10e, honnêtement encore 2-3 défaites, il y a plus grand chose à jouer cette saison et est-ce qu'elle est pas déjà terminée la saison? Donc l'Europa, c'est un peu l'occasion de rêver et de faire un parcours en Europe, mais la saison est tellement singulière avec le covid, le calendrier, tout ça que ça c'est un match un peu étrange pour moi. Et est-ce que tu penses justement que, avec cette saison particulière et puis le calendrier, sachant qu'Arsenal joue, dimanche contre Manchester City, est-ce que tu penses par exemple que contre Manchester City, Arteta va faire le pari de faire tourner son équipe, sachant qu'on a déjà de base, on va le dire quand Mmh. même, peu de chances de gagner, vu la forme de Manchester City, en ce moment, pour justement se concentrer sur cette double confrontation en une semaine face à Benfica? Ouais, c'est un truc que je vois. Alors pas faire tourner, non plus, le cliché de tu changes 11 joueurs, mais à mon avis, oui, ça va un peu tourner. Et en fait, le premier match va être déterminant. Déjà, on va le voir dans la compo. On va voir les ambitions. S'il met la grosse équipe et à mon avis, il mettra la grosse équipe, bah, probable que contre City, il faille faire tourner un petit peu. Après, il est habitué à beaucoup faire tourner Arteta, hein. Il y a que dernièrement où il y avait eu un 11 plus ou moins installé, mais il y a eu des blessures, donc il a fallu, un peu changer tout ça et des suspensions. Donc il y a jamais vraiment eu, à part 2-3 matchs de suite, un 11 défini. Mais pour moi, ouais, il va aller à fond contre Benfica et contre City, franchement, vu le niveau de City et vu celui d'Arsenal, après c'est toujours pareil, il peut tout se passer, mais je le vois mal miser plus sur City que sur Benfica, en tout cas. Ouais, surtout vu la forme, encore une fois, comme je le disais, vu la forme de Manchester City, Oui, c'est injouable. Enfin, en ce moment, honnêtement, qui reste sur, si je ne dis pas de bêtises, qui reste sur, 11 victoires, sur les 11 derniers matchs heu, en toutes compétitions confondues ou en Premier League, enfin. Et pour le Benfica, Patrick, tu en parlais au tout début. Est-ce que c'est, victoire obligatoire? Est-ce que l'Europa League est un objectif ou est-ce que finalement c'est un match parmi tant d'autres et Benfica se concentre peut-être plus sur le championnat et sur la coupe du Portugal? Sur le papier, connaissant l'entraîneur, connaissant les supporters et cetera, tous les matchs sont pour gagner, on va dire. Il mettra pas une équipe B, enfin, je le vois mal mettre une équipe B, ce soir. Surtout en étant s'il était, serré en championnat et cetera, peut-être qu'il aurait fait un choix et même comme ça m'étonne. Donc je pense qu'il va essayer de mettre la meilleure équipe possible, à l'instant T. Maintenant, c'est difficile de se projeter. Enfin, pour moi, même si on élimine Arsenal aujourd'hui, il restera des équipes normalement comme, Rome, comme, Tottenham, comme, Naples, comme, il y a quoi d'autre? Il y a Milan AC, l'Ajax, Manchester aussi sûrement. Manchester absolument, Lille. Donc c'est difficile de se projeter, quoi. C'est difficile d'imaginer, quoi que ce soit pour nous cette saison en Ligue Europa, parce que c'est difficile en championnat, parce que le covid a modifié beaucoup de choses. On a eu, il y a 15 jours de ça, 15 jours, 3 semaines, 10 cas, la même semaine, 26 en tout en comptant le staff technique, les médecins et cetera. La même semaine, donc on avait 26 cas, au club. Mmh. Sur tout l'effectif, il y en a que 3 joueurs qui n'ont pas eu le covid, depuis le début de l'année. Donc pour créer un groupe, créer une équipe, créer une dynamique, avoir les joueurs à 100 physiquement et cetera, c'est très, très, très difficile. Donc j'ai l'impression que c'est plus une saison qu'il faut, subir, attendre qu'elle se termine et espérer que 2021-2022 soit une saison, de foot normale avec du monde dans le stade et pas 3 tests PCR par semaine, pour les joueurs, quoi. Et est-ce que vous voyez justement sur les premières séquelles de tous ces cas de Covid au sein de l'effectif? Ou est-ce qu'au final ça s'est plutôt bien, goupillé, ces dernières semaines, vu que les cas de Covid c'était mi-janvier il me semble? Est-ce que vous voyez déjà dans l'effectif, des séquelles, peut-être aussi sur l'entraîneur, enfin sur le physique, la forme mentale? Au Benfica? Oui.
Ah oui, ah oui, oui, oui. Bah, c'est simple, on a commencé la saison avec une défaite un peu embêtante en tour préliminaire de Ligue des Champions parce que, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'était un match, sec, à l'extérieur en Grèce, en tout début de saison avec un début de saison un peu tronqué du coup et cetera, donc on a perdu. Bon, ça c'était le 1er échec, mais en championnat, on commence direct avec 6 victoires de mémoire. Un démarrage, bref, super béton. Là, les premiers cas de Covid commencent à apparaître, un par-ci, 2 par-là, et cetera. Puis là, début d'année, on a eu 10 cas la même semaine. L'entraîneur a été, pendant 3 ou 4 matchs et notamment le match contre le Sporting, absent, du banc. Il a été très, très, très mal, vraiment très mal en point. Hem, il y a des joueurs qui ont perdu, par exemple, Seferovic a perdu 3 kilos parce qu'il n'avait plus d'odorat ni de goût, donc il n'arrivait pas à manger. Il a perdu 3 kilos, donc c'est ce que je dis moi, c'est moi si je perds 3 kilos, c'est la petite bedaine que j'ai. Lui, quand il perd 3 kilos, c'est 3 kilos de muscle, hein, c'est pas la même chose. C'est pas le même délire, donc c'est à récupérer, c'est pas la même chose. Et donc en plus de ça, quand tu as eu énormément de joueurs qui sont arrivés cet été, la défense par exemple sur les 4 éléments, les 4 défenseurs, il y en a 3 nouveaux par rapport à la saison précédente, donc c'est une défense complètement neuve. Pareil, après, on a Everton qui est arrivé du Brésil, Waldschmidt qui est arrivé D'Allemagne, Darwin Nunez qui est arrivé d'Espagne. Donc, il y a quoi, 6-7 joueurs dans le 11 titulaires, normalement titulaires, qui sont arrivés cet été. Donc, quand tu te retrouves avec des situations où les mecs ne peuvent pas s'entraîner ensemble, parce que parfois ils devaient s'entraîner par petits groupes pour éviter la contagion du virus, quand ils ne peuvent pas se changer dans le même vestiaire, quand ils ne peuvent pas faire toutes ces choses-là, c'est difficile de créer une dynamique et une entente entre les joueurs. Et ajouter à ça les matchs tous les 3 jours, tu n'as aucun travail tactique en fait, tu as de la récupération et de la vidéo et c'est tout. Pour ceux qui ne suivraient pas un peu, on va dire, un peu comme, enfin, ceux qui ne suivraient pas, on va dire, au quotidien, l'équipe de Benfica, est-ce que tu peux expliquer ce début de saison, cette mi-saison, au Portugal et le fait que Benfica soit 4e à 13 points du leader, le Sporting et notamment tous les changements qu'il y a eu cet été avec des élections, il me semble, l'arrivée le retour de Georges Rejus qui avait fait un passage, au rival, du Sporting, après son passage entre 2009 et 2015, à Benfica avec, un passage où il avait remporté, 3 championnats et il avait été en finale d'Europa League si je ne dis pas de bêtises. 2 finales d'Europa 2 League. finales d'Europa League, même donc voilà, explique-nous un peu tous ces changements qu'il y a eu, toutes ces complications qu'il y a eu depuis cet été, au Portugal, pour Benfica. La oh là là, ça ferait un podcast entier. Hem, mais en gros, pour être simple, moi, j'en parle de gens évidemment très souvent avec mes amis au Portugal et eux, parfois, sont énervés, sont dégoûtés et cetera et moi, je leur dis: «Je n'arrive pas à être dégoûté, je n'arrive pas à être énervé, en fait». Pour la simple et bonne raison que je leur dis juste: «Réfléchissez», comme tu disais, aux finales européennes. Je leur dis: «Réfléchissez aux effectifs qu'on avait et regardez l'effectif qu'on a aujourd'hui et demandez-vous combien de ces joueurs-là, d'aujourd'hui, rentreraient dans les effectifs à l'époque». Et en fait, s'il y en a deux trois qui rentrent dans l'effectif, je dis même pas pas dans le 11, hein, dans l'effectif juste. Il y en a trois, quatre max. Donc la qualité en fait de l'effectif du Benfica, il y a eu un désinvestissement, si on peut dire, dans les joueurs. Donc fini les recrutements des Gaëtan, des, David Luiz, des Witsel, des Enzo Pérez, je pourrais, bref faire une liste, je m'arrêterai jamais, Ravi Garcia, Matic et cetera. Ça a été, parié sur la formation et très bien, mais aucun club au monde ne peut parier à part le Barça parce que le Barça les garde, les joueurs et donc il arrive à avoir un mélange de 3-4 générations. On dit tout le temps: «Il y a eu la génération dorée du Barça». Non, il y avait, 3-4 générations différentes. Il y avait la génération, Xavi et Puyol, il y avait la génération Iniesta, la génération Messi, l'entre-deux avec Busquets et cetera. Donc le Benfica a voulu faire ça, sauf qu'ils gardent leurs joueurs un an et demi, comme ça a été le cas avec Ederson, avec, Lindelof, avec, heu, Nelson Semedo, et cetera, et cetera. Et donc il y a eu un désinvestissement et donc une perte de qualité absolument énorme de l'effectif. Et donc Jorge Jesus est arrivé, il y a eu un investissement très fort au total de 100 millions d'euros cet été, mais même les joueurs qui sont arrivés sont très bons. Ils ont besoin de temps, mais ils sont très bons, très jeunes encore, mais très bons. Mais malgré ça, il y a encore des lacunes absolument énormes. Au milieu de terrain, on n'a aucun joueur avec, ce que l'entraîneur veut. Donc quand tu prends un entraîneur comme Jorge Jesus,
avec la réputation qu'il a au Portugal, bah, tu lui donnes un peu les clés du camion, hein. C'est un peu comme si tu prends Pep Guardiola, tu vas pas lui donner Valentin Rongier, avec tout le respect que j'ai pour lui, quoi. Mais tu lui donnes des joueurs avec certaines caractéristiques. Pareil pour Klopp. Et en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il a des joueurs très bons, très sympas, comme Taarabt, que j'adore, mais qui n'a pas le dynamisme qu'ont les joueurs dont lui a besoin. Pour prendre l'exemple d'Enzo Perez, qui était un espèce de mec qui faisait des allers-retours tout le temps et qui s'arrêtait jamais, une vraie pile, quoi. Comme d'autres joueurs comme Witsel ou Ramirez aussi qu'on a eu. Donc à partir de là, tu as ce mélange de toutes ces choses-là qui font que l'effectif n'est pas aussi bon que ce qu'on pense. Et que tu rajoutes à ça manque d'entraînement, donc le détail tactique dont lui est un psychopathe et pour moi l'un des meilleurs du monde, bah, il ne peut pas le travailler. Et tu rajoutes à ça évidemment tous les cas de Covid qui ont fait qu'à certains matchs, on a dû jouer avec 3-4 gamins de l'équipe réserve. La blessure d'André Almeida, qui était un joueur qui connaissait Jorge Jesus, qui était déjà là, qui avait bossé avec lui pendant 5 ans au Benfica, donc il connaissait parfaitement sa tactique et l'organisation de sa ligne défensive notamment, qui s'est fait les croisés, donc qui est out de l'équipe. Bref, il y a un peu tout qui s'est passé et cette accumulation de choses font qu'aujourd'hui on est dans cette situation bien complexe. Et j'imagine aussi qu'il y a une sorte de, vu que Georges Jesus est passé par le Sporting entre-temps, et il y a aussi une sorte de, on va dire, de scepticisme par rapport au coach. J'imagine qu'il y a une certaine partie des fans qui sont un peu réticents par rapport à sa présence en tant que manager. Oui, enfin, il y a toujours, moi j'en veux pas à un entraîneur pour ça. J'en veux plus parfois à certains joueurs qui font le chemin inverse. Aujourd'hui, l'entraîneur du Sporting, c'est Ruben Amorim, qui est qui était, je pense qu'il ne l'est plus aujourd'hui, hein, enfin ça serait bizarre, mais qui était un socio du Benfica depuis qu'il était bébé, quoi. Parce que sa famille est malade du Benfica, il a joué au Benfica, il a été capitaine du Benfica, et aujourd'hui il est entraîneur du Sporting, et c'est peut-être lui qui va les ramener vers le titre 20 ans après. Un entraîneur, on ne peut pas lui demander le même amour pour un club, sauf certains, mais le même amour pour un club que les joueurs. Parce que entraîneur, tu n'as qu'une seule place d'entraîneur. Dans un effectif, tu as 25 mecs, donc tu as beaucoup plus de joueurs que d'entraîneurs, donc c'est beaucoup plus simple. Ruben Amorim, il était à Braga, forcément l'étape d'après, c'est prendre un des 3 grands. Donc Benfica, Porto, Sporting. Benfica avait son entraîneur à l'époque, Porto avait son entraîneur, donc le seul qui était dispo, c'était le Sporting, et ben, il est allé au Sporting. Il n'allait pas dire non et faire une croix sur la possibilité d'entraîner un grand club. Après, la défiance avec Jorge Jesus, elle a été parce que forcément des mots ont été dits et des choses ont été dites, mais lui, il le dit tout le temps, voilà, lui, c'est un entraîneur de football, c'est pas un entraîneur d'un club A, B, C ou D. Et puis après, il y a l'histoire avec son père. Son père était un ancien joueur du Sporting et il avait fait la promesse à son père d'entraîner le Sporting, et son père est mort il a été longuement malade et il est mort il y a quelques années. Il y avait cette espèce de promesse. Donc il y a plein de choses qui font que tu lui pardonnes. Maintenant, moi, je lui pardonne, d'autres ne lui pardonnent absolument pas. Et aujourd'hui, ils vont même espérer la défaite du Benfica pour pouvoir taper sur lui, quoi. Et donc, en plus du sportif, il y a tout un contexte aussi extra sportif, en plus du coach en lui-même, tu en parlais longuement, qui font que Benfica arrive un peu dans cette double confrontation avec pas mal de petits soucis. Pour parler des clés sportives, là, pour le coup, de cette double confrontation, Jérém, pour toi, côté Arsenal, quelles vont être ces clés? Par quoi la victoire passe pour les Gunners? Bah, déjà, cette saison est vraiment inexplicable de plein d'aspects. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas répondu présent, des joueurs qu'on attendait, qui sont très irréguliers. Il y a des blessures qui font très mal, là, qui tombent très, très mal. Il y a la blessure de Partey, il y a la blessure de Tierney, c'est des joueurs clés dans cette équipe. Après, tu as cette saison une espèce de mini, groupe de jeunes qui portent l'équipe, qui n'a quasiment jamais déçu. Il y a Saka qui fait une saison incroyable, Smith Rowe qui est là depuis 2 mois dans l'équipe, qui joue tous les matchs et qui était d'ailleurs un petit peu fatigué ces derniers temps, et ça se comprend, qui assure vraiment, qui s'est installé dans cette équipe. Et puis il y a même des joueurs comme Martinelli qui a un gros talent, qui a un petit peu disparu sans trop d'explications ces derniers temps, et en fait, paradoxalement, ces jeunes ont complètement inversé la vapeur face à d'autres joueurs, dits cadres ou du moins plus expérimentés.
On va pas faire offense de parler de Willian, mais voilà, ce genre de joueur, même Pepe qui est très irrégulier, même Aubameyang qui a une période très compliquée, Bellerin, tous ces joueurs plus expérimentés, en fait, se fait un peu doubler dans les attentes par ces jeunes joueurs qui portent l'équipe et je pense que la clé, ça va être un peu ça, ça va être est-ce que Aubameyang peut capitaliser sur son triplé ce week-end? Est-ce que Lacazette va être là, va être au rendez-vous comme il a été ces dernières semaines? Est-ce que Xhaka va continuer de revenir sur de très bonnes perfs? Est-ce que Ceballos va continuer sur ce week-end? Ou est-ce que comme d'habitude, Heu, j'ai envie de dire, tu fais deux trois bons matchs et après, bah, le trou noir et c'est assez inexplicable. Il y a eu ça un peu toute la saison avec un contexte, assez étrange à Arsenal, il y a eu des dossiers, Ozil, Saliba, enfin, c'est une saison complètement surréaliste au-delà du covid. Arsenal, il y a un mois, non, il y a 2 mois maintenant, c'était quand même 15e du championnat avec Willian titulaire à tous les matchs, donc tu voyais pas le bout du tunnel et puis ces jeunes sont sortis un peu de nulle part. Je pense à Smith Rowe, et je pense que ça peut passer par eux parce que Arteta, bah, maintenant il a plus le choix, il est obligé de passer par eux et que Pepe a dû regagner sa place et qu'il ne s'est pas encore fait, que Willian, bah, c'est toujours très compliqué et voilà et donc il y a des joueurs qui ont émergé un peu de nulle part. Saka, c'était déjà très fort, mais Smith Rowe, il y a Odegaard, il a tenté de nouvelles choses ce week-end, des choses très intéressantes. On a vu une meilleure attitude dans le pressing. En fait, c'est difficile de prévoir, cette équipe parce qu'un coup, tu peux perdre contre Aston Villa en n'ayant rien fait du match quasiment, en ayant eu des demi-situations pendant 90 minutes. Tu peux heu, atomiser Wolverhampton, sur 45 minutes et avoir un craquage complet et finir à 9 et perdre le match. Tu peux faire, 60 minutes superbes contre Leeds, mener 4-0 et puis faire 4-2 et sentir que la panique, parce que c'est Arsenal est jamais très loin. Donc c'est difficile et je pense qu'il va falloir que parce que les jeunes, tu sais qu'ils vont répondre présent. Tu sais qu'ils déçoivent pas. Et peu importe, qui met, il y a i même s'ils sont sur le banc, parce qu'il peut pas mettre tout le monde, mais tu sais que les jeunes vont répondre présent. La question, c'est pour moi, c'est plus, est-ce que Aubameyang va être là? Est-ce que Xhaka va être là? Est-ce que Ceballos va être là? Est-ce que Pepe, s'il joue, va être là? Est-ce que la charnière, laquelle il va choisir en plus? Voilà, tu as plein de questions comme ça. Moi, je suis plus, un petit peu, sceptique que sur le contexte général de ce match où les 2 équipes, ont une saison compliquée. Après, voilà, il peut tout se passer, mais pour moi, les clés, c'est vraiment les jeunes d'Arsenal qui portent l'équipe, contrairement à d'autres joueurs, d'une saison un peu symptomatique d'Arsenal où il y a beaucoup plus d'extra-sportifs presque que de sportifs, quoi. Justement pour un peu, extrapoler et faire une petite, imaginer un peu la compo que tu verrais justement au regard, des derniers matchs, sachant comme tu le disais, Arsenal a enchaîné 2 défaites, en Première Ligue, et une victoire, ce week-end alors qu'avant ça c'était, Arsenal était sur une très, très bonne série depuis le Boxing Day, face à Chelsea, donc le 26 décembre. Sur les dernières prestations des Gunners, quelle équipe tu verrais justement? Je pense notamment à la charnière centrale, les 2 pivots au milieu de terrain, et les ailiers pour faire ça, puisqu'on on sait que Mmh. à droite, ce sera sûrement Hector Bellerin, à gauche, sûrement Cédric Ouais. Suarez, en pointe, on imagine Aubameyang vu son dernier match, Je sais pas, tu heu, vois? Sur ça, je sais pas. ou un petit Lacazette. Vas-y, je te Ouais. laisse faire, petite Non, compo bah, imaginaire, en en tout fait, cas c'est sur les dernières prestations. Il y a Arteta, il y a beaucoup de changements, parfois tu attends le changement, il vient pas et parfois tu attends des confirmations et des joueurs reconduits et il va changer. Donc voilà et la charnière notamment, après tout est question d'adaptation à l'adversaire et d'explication de ses idées. Par exemple, Holding qui avait joué, je sais pas, 15 matchs de suite, même plus, il était titulaire indéboulonnable cette saison. Ce week-end contre Leeds, il le met sur le banc. Et il aligne David Luiz et Gabriel qui, à mon avis, n'avaient jamais joué ensemble, dans une défense à 2. Ils avaient joué dans une défense à 3, mais jamais à 2. Et en fait, Arteta s'explique que parce qu'il veut il veut compter sur leur jeu long et leur capacité à trouver des bons angles de passe et éventuellement, utiliser Aubameyang en profondeur qui lui aussi était utilisé en pointe. Donc à mon avis, je sais pas, je pense qu'il va peut-être revenir à un peu plus de prudence avec Holding qui va revenir, qui est bon, alors il avait vanté son jeu long, j'attends toujours de comprendre ça, honnêtement. J'ai absolument pas compris cette déclaration. Bon, voilà. Après la compo, bon, à mon avis, Ryan va jouer au cage.
Il a été pris pour être doublure et vu son match contre Aston Villa et tu connais mon amour pour les joueurs australiens, voilà, ça me ferait Tu plaisir qu'il joue. tu vois Ryan plutôt que Ouais, je pense. Argentina? Bah, je suis vu le match, contre Aston Villa, et il est pas venu pour faire de la figuration à mon avis, il est venu vraiment pour jouer en et c'est pas comme si tu faisais jouer Runarsson. Je veux dire Oui, oui, l'écart oui. de niveau entre Ryan et Leno, il est pas immense, et il est voilà sur certains points, ils sont assez similaires. Mais, et Runarsson, c'est vraiment un gap monstrueux. Voilà, donc c'est pas tant ce poste-là qui me dérange, c'est la charnière. Je suis très curieux de savoir s'il va réaligner, Holding, s'il va parce que Arteta, c'est difficile à cerner la charnière. Gabriel avait joué beaucoup, beaucoup de matchs. Il avait été élu 3 fois meilleur joueur, du mois de suite. Il y avait eu une période où il avait pris un rouge. On l'a plus revu, à part un match en cup où ça avait été compliqué, on l'a plus revu jusqu'à l'expulsion de David Luiz qui l'a un peu propulsé dans l'équipe. Pareil avec Pablo Mari qui est arrivé dans l'équipe, il s'est blessé, enfin, tu vois, ça tourne un Pour peu, au gré des événements, quoi. pour Heu, Gabriel, enfin, je pense que enfin, faut préciser que du coup, il a eu le il y a le Covid, ouais, bien il a eu le sûr. Covid et puis ensuite, même en étant revenu, on pense qu'il a eu du mal à revenir du Ouais, Covid et à s'en remettre. Mais en tout cas, il a été plusieurs matchs, sur le banc alors qu'il était revenu ouais, voilà. du Covid. Et donc vas-y, continue, je te laisse. Après, bon, Et la sur la le charni par exemple, la cha ouais, le au double de pivot, qu'est-ce que tu au verrais, l par exemple? pour moi, il va remettre le milieu actuel, Ceballos, Xhaka, parce que Partey, a priori, il va pas être là, sinon il y a pas de discussion, ce serait Partey, Xhaka. Mais, là, Ceballos, vu le match qu'il fait contre Leeds ce week-end, bon là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là et on l'a peut-être jamais vu à ce niveau-là, au moins depuis longtemps, quoi. Parce que Elneny, bon, il a vu quelque chose en lui à un moment et Elneny, il y a aucun souci, c'est un mec pour dépanner, pour rentrer en cours de match où il peut faire le taf. Il va jamais être catastrophique, il va jamais être extraordinaire, en fait. C'est le squad player, quoi. Tu peux l'utiliser pour plein de choses, mais il va pas te sublimer une équipe et il va pas te plomber, sauf catastrophe. À mon avis, il partira sur Ceballos, Xhaka. De toute façon, il y a pas d'autre option à part Elneny, sauf à refaire, descendre peut-être Ødegaard, mais je le vois pas du tout. Et après sur le trio devant, honnêtement, je vois Lacazette qui a été reposé ce week-end jouer. Je vois Smith Rowe en 10 parce qu'il est sorti assez tôt, Mmh. contre Leeds. Je vois Aubameyang de retour à gauche et je vois Saka à droite. Après, j'ai pas de boule de cristal, j'ai aucune info ni rien. C'est juste que par rapport au dernier match, par rapport aux perfs de chacun, par rapport à la gestion humaine de ce groupe et par rapport aux enchaînements de matchs, il faut quand même faire tourner en gardant un semblant de cohérence tactique. Hem, Après, il y avait un truc intéressant qu'il a fait, c'est faire jouer Ødegaard et Smith Rowe, tous les 2, hem, au dernier match. Mais à mon avis, Ødegaard va être sur le banc parce que, il avait l'air un peu encore tendre. Il a du mal à revenir, mais, parce qu'il n'avait pas joué pendant un certain temps et puis il avait fait quelques entrées en jeu et c'est difficile de reprendre le rythme quand tu joues 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là, surtout quand tu joues à 10 ou 9 contre 11, quoi. Eh ben, écoute, on fera, pour la compo, on fera un petit jeu où on verra si tu avais tout bon, au moment de la compo C'est jeudi sûr que soir. non, c'est sûr que non. C'est sûr, c'est toujours, nous aussi on fait toujours ce jeu-là et à chaque fois on a toujours au moins un ou 2 joueurs, avec Arteta, c'est jamais écrit dans le marbre sa compo. Patrick, en entendant ce que dit Jérém sur cette potentielle compo et puis l'état de forme des Gunners, qu'est-ce que tu penses des clés tactiques, des clés, sportives sur ce match pour Benfica par rapport à une équipe d'Arsenal qui va être, on le pense, ultra motivée, pour aller au bout de cette compétition et donc ça veut dire, battre, le Benfica et le match aller est très important, sachant que je rappelle que le but à l'extérieur compte. On n'était pas sûr, mais l'UEFA a précisé que le but à l'extérieur, compterait en cas de match nul sur les 2 confrontations. Donc, voilà, quelles sont pour toi les clés un peu, de ce match, de cette double confrontation, et notamment du match aller pour Benfica face à un Arsenal, qui va être, on espère ultra motivé? Moi, ce qui me fait peur, à Arsenal, là, c'est surtout la vitesse, des mecs de devant. Aubameyang, Saka et cetera, qui sont des mecs qui vont très, très vite et qui peuvent faire très mal à une défense qui est, vieillissante, avec Otamendi et Vertonghen, qui a parfois des petites erreurs à cause de, comme je le disais, de petits détails tactiques. Parfois, c'est un mètre un peu trop bas, un mètre un peu trop haut et cetera et ça peut, laisser des petits espaces et puis aussi, c'est, le milieu de terrain où le Benfica n'a pas un joueur,
comme je dis, à la Jorge Jesus. Donc les mecs avec une grosse intensité, un gros volume de jeu comme il a, toujours, aimé avoir. Heu, des mecs avec cette disponibilité physique, comme j'ai listé tout à l'heure, les Enzo Pérez, les Witsel, les Ramirez, Adrien Silva quand il était du côté du Sporting et cetera et il a pas ce mec-là. Il a un mec comme Taarabt, mais qui n'a pas, une énorme intensité, mentale et physique. Weigl qui commence à progresser un petit peu parce que c'était quelque chose qu'il avait absolument pas. C'était vraiment un mec de position et qui avait pas cette, capacité à sortir au pressing rapidement et à répondre rapidement au pressing et donc c'est sur ces petits détails-là pour moi qu'Arsenal qui a des joueurs un peu plus rapides et un peu plus techniques peut vraiment faire la différence, et peut faire, très mal et donc Est-ce c'est que pour ça que pardon, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. Non, je disais juste que, ouais, c'est pour ça que je pense que des mecs comme Saka, comme, Aubameyang devant, peuvent faire, vraiment très mal à la défense et le jeu entre les lignes aussi, selon, les joueurs qui vont jouer. Mais des mecs comme, Ceballos, comme, Ødegaard, je ne sais pas si en pointe ça sera Lacazette ou pas, je ne sais pas où il en est dans la phase, je joue pas de Arteta. Mais qui sont des gars qui aiment bien jouer, entre les lignes et ils peuvent être vraiment, vraiment, chiants à gérer pour le Benfica. Dans la charnière, tu donc tu as listé, Otamendi et Vertonghen qui sont 2 anciens, C'est génial comme charrière. C'est 2 anciens de la Première Ligue. Manchester City pour Otamendi et puis, forcément, Tottenham pour Vertonghen. Est-ce que c'est pour toi justement, peut-être une sorte d'avantage d'avoir des gars, quand même assez expérimentés, dans cette charnière pour, faire face à une équipe d'Arsenal qui, heu, factuellement est donc en Première Ligue, qui est des gars qui ont l'habitude de jouer face à Arsenal et face à des équipes de Première Ligue? Oui, forcément, ça aide toujours. Après, Jorge Jesus, il est, un peu comme Sarri ou Saki, c'est un obsédé de la ligne défensive. Il faut voir un peu quand il discute quand certains de ses anciens joueurs discutent parle de lui, par exemple David Luiz qui est à Arsenal aujourd'hui, il dit que c'est un mec qui est capable d'arrêter un entraînement pour te déplacer de 5 centimètres plus à droite, 5 centimètres plus à gauche. On est sur ce genre de détails-là. Donc je n'arrive pas à prendre en compte, un défenseur, sous les ordres de Jorge Jesus. Enfin, je sais s'il est bon ou pas sous les ordres de Jorge Jesus, mais je peux absolument pas m'imaginer s'il sera bon ou pas ailleurs et je prends cet exemple-là toujours, c'est David Luiz. David Luiz avec Jorge Jesus, quand il fait une saison et demie avec lui, c'est un défenseur, mais d'un niveau incroyable. Sauf que David Luiz, avec ce côté un peu fêlé qu'il a, tu le mets dans une défense, il y a une organisation un peu moins structurée, et ben, c'est ce qu'on voit à Arsenal et qu'on voyait déjà à Chelsea ou même au PSG, où le mec, il va se dire: «Ah, tiens, je vais essayer de la choper entre les lignes». Bah non, mec, tu arrives trop tard et il y a 20 mètres dans ton dos, ou alors tu te prends un petit pont par Suarez et ça termine but. Enfin, ce genre de choses, tu vois. Mais structuré. J'ai eu des Mmh. flashs qui me sont revenus, je sais pas toi Non, mais Jérémy, mais là son match contre Wolverhampton il y a 10 jours, c'est ça. C'est ouais, c'est ça. exactement ça. Il y a 6 mètres pour Leno, il reste 10 secondes en première période, et il décide de partir, à l'abordage pour essayer de gagner le duel aérien. Il perd le duel, derrière lui, il y a 30 mètres, l'attaquant part, il y a la faute dans la surface, carton rouge. Voilà, mais sauf que, dans une équipe de Jorge Jesus, s'il sort Ouais, comme ça, tu as les 3 autres défenseurs qui viennent former une ligne de 3 resserrée derrière lui pour contrôler ce ouais. deuxième ballon dans le dos, tu vois? Ah ouais, C'est non, non, c'est non, non, non. voilà, voilà, mais Jorge Jesus défensivement, c'est un travail tactique absolument énorme et c'est pour ça que le Benfica a des difficultés cette année parce qu'évidemment, tu te doutes que le travail tactique comme ça, c'est des heures et des heures d'entraînement et quand tu as un match là, on a joué quand? On a joué dimanche, ouais, dimanche soir. Là, on va rejouer jeudi, mais on avait déjà joué vendredi ou jeudi dernier. Bref, on a tous les matchs tous les 3-4 jours, donc tu n'as pas le temps de travailler. Et quand en plus, tu as 4 défenseurs qui n'ont jamais joué ensemble, ben, ce détail-là de précision, parce que comme je vous dis, c'est vraiment, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est au centimètre près, bah, tout ça Et tombe à l'eau. est-ce que justement ça va être, vu tout ce que tu dis et ce manque de peut-être de travail tactique, dû à enfin malgré lui, dû à des raisons extérieures au Covid et cetera, on en a parlé pour, Jorge Jesus. Est-ce que ça va lui, est-ce qu'il va se dire, je vais y arriver, de s'adapter plutôt à Arsenal plutôt que de mettre en place son jeu à lui? Ou est-ce que ça va être, c'est toujours son jeu à lui et peu importe le jeu d'Arsenal? Alors on a vu, une chose que j'avais jamais vue de mémoire au Benfica, avec lui, une défense à 3 cette année.
une tentative avec, Jardel, Otamendi et Vertonghen. Jardel s'est blessé au bout de 10 minutes, donc ça a été vite réglé et c'est Weigl qui avait joué ensuite à ce poste-là, en défense. Donc là, c'est possible qu'il y ait un système à 3 derrière, ça ne m'étonnerait pas. En plus de ça, il y a, Lucas Verissimo, le Brésilien, ancien de Santos, qui a disputé la finale de la Libertadores avec Santos et qui était dans le 11 de l'année en Libertadores, qui est arrivé en janvier là. Donc ça serait possible de voir une défense à 5, justement pour peut-être mieux contrôler la largeur et la vitesse des joueurs d'Arsenal. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une variante qu'on puisse voir, un espèce de 5-4-1 comme ça. Ouais. Ça va pas Côté, être- Ouais. vas-y, Jérôme. Non, non, j'étais en train de me dire que, en fait, le problème que peut avoir Arsenal, et on l'a beaucoup vu ces derniers mois, et à mon avis, je doute pas que Benfica le sait aussi, c'est qu'en l'absence de Partey, tu te retrouves avec un double pivot assez léger, Xhaka, Ceballos, et le souci, c'est qu'à partir du moment où l'adversaire presse très rapidement sur Xhaka, presse haut sur lui, agressif, ça peut être très, très, très problématique pour Arsenal. Et contrairement à Partey qui lui enlevait un certain nombre de tâches défensives et qui avait un volume de jeu et une capacité à se défaire de joueurs, et un jeu ultra rapide dans les petits espaces comme ça et se sortir de situations. Xhaka est beaucoup plus lent, il a besoin d'être dans son fauteuil, il est excellent dans ce rôle-là où il est là pour distribuer le jeu et sa qualité de passe, voilà. Le problème, c'est que là, tu es sur un double pivot, très léger, défensivement, et c'est ce qui a pêché aussi Arsenal, d'avoir un joueur qui prend tout de suite Xhaka, qui va se retrouver vite fait bloqué parce qu'il n'a pas de pied droit et qu'il a plus ou moins qu'une possibilité de jeu, ou alors il va vouloir tenter un truc et il va perdre la balle. Et c'est qu'en plus ce double pivot-là, on l'a souvent vu, et tu parlais tout à l'heure, Patrick, d'un défenseur 1 mètre trop ou 1 mètre trop bas, il y a souvent ça aussi Arsenal, et en plus tu vas avoir, soit une ligne défensive, très basse par rapport à un milieu qui sera monté très haut, et là dans le dos, avec des joueurs pas très rapides comme Xhaka et Ceballos, c'est les portes ouvertes, et ça on l'a vu plein de fois cette saison. Plus tu rajoutes, Hector Bellerin qui laisse souvent des boulevards dans son dos. Hem, Justement, Jérém, pour, côté Arsenal, est-ce que, comme on l'a vu ce week-end contre Leeds, est-ce que tu penses que Mikel Arteta, dans son coaching, dans sa préparation d'avant-match, va remettre en place, ce pressing très intense, par moment, qu'on a vu, notamment sur le premier but d'Aubameyang où, Mmh. ça on récupère le ballon, suite à une phase de pressing, très intense à la relance du gardien. Est-ce que tu penses qu'on va voir ces mêmes schémas de pressing et de contre-pressing, de la part d'Arsenal pour s'éviter justement d'être trop dominé, et Ouais. justement d'être en possession du ballon pour ensuite développer nos attaques? Bah, très honnêtement, j'ai pas vu assez, Benfica pour parler, du jeu de Benfica, mais sur Leeds, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu joues contre Bielsa, et la compo d'Arteta le montre, c'est qu'il a voulu, jouer vraiment le jeu. C'est-à-dire, avoir un bloc haut, avoir un pressing, agressif, coordonné avec, des joueurs, des offensifs qui reviennent en permanence vers l'axe pour bloquer les passes, et beaucoup de mouvements et une attitude très volontaire, très très vers l'avant, avec, les circuits de passe de Leeds qui étaient totalement bloqués. On avait rarement vu ça avec Arsenal, et là où j'ai été beaucoup plus déçu, c'est quand il a fait ses changements, en cours de partie, pour revenir à quelque chose de plus défensif, de plus, pragmatique si on veut, de plus conservateur, et c'est là que le match a commencé à mal tourner parce que contre Leeds, l'idée c'est pas de jouer avec plus de joueurs défensifs, ça change absolument rien parce qu'eux ils sont au-delà de ça. Tu peux bétonner, c'est pas leur problème, et justement contre des équipes comme ça, ce qui faisait le boulot, c'était d'aller les chercher et de les gêner, d'être agressif contre eux et un peu de jouer comme eux, quoi, et d'essayer de vraiment te battre avec des armes, de footeux, pas des armes un peu réfractaires au jeu, voilà, et ça a mal marché, et j'aimerais voir ça contre Benfica, les prendre très rapidement à la gorge dès le début du match. Arsenal, il y a eu des matchs super avec des bonnes entames, il y a eu des matchs où Arsenal a pris un but au bout de 3 minutes parce qu'il leur faut 45 minutes pour lancer leur match. Donc l'idée, oui, ce serait bien de reproduire ce qui a été fait, et après on en revient à la compo et à quel joueur il va vouloir prendre. Mais l'idée, oui, et ce serait intéressant de revoir ça et à confirmer parce qu'on l'a pas vu en fait sur plusieurs matchs de suite, un tel
un tel travail et d'adaptation à l'adversaire dans le pressing et pas juste se contenter d'attendre et de presser de temps en temps parce que sinon tu te fais obligatoirement punir, quoi. Mmh. Et est-ce que justement, vu que tu parles d'entame de match, est-ce que tu penses que l'entame de match du match aller, notamment le match qui arrive ce jeudi là, elle est hyper importante et est-ce que Arsenal va justement avoir cette même entame que contre Leeds ou contre les Wolves où on avait été excellent ou même je pense, ça remonte un peu au début de la période où on recommençait à regagner après Chelsea contre West Brom où on avait aussi été très, très, très bon dans l'entame de match. Est-ce que vraiment la clé pour ce match aller, c'est cette entame de match d'Arsenal où, ça va donner le ton à la rencontre et donner le ton, par conséquent à la double confrontation? Ouais, bah, forcément quand tu démarres bien, c'est toujours mieux, mais tu cites Wolverhampton, tu cites Leeds, il y a Aston Villa entre les 2 où, Arsenal a jamais démarré. Et tu as toujours un contre-exemple comme ça et il y a plein de matchs où Arsenal fait pas première mi-temps, ne joue pas la première mi-temps et se réveille en deuxième période. Heu, Après voilà, j'espère parce que là, il y a vraiment plein de choses intéressantes sur le match de Leeds contre une opposition, certes Leeds, il y avait pas Calvin Phillips, il y avait peut-être une équipe de Leeds, qui était pas à la hauteur honnêtement, de ce qu'on attendait et de ce qu'on avait C'est pu pas voir plus avant. poussé physiquement, ouais. Ouais, voilà. Sauf que tu as vu des choses cohérentes et tu as vu, ce que tu avais pas, sur certains matchs. Après, cette équipe est tellement difficile à cerner. C'est un jour oui, un jour non. Honnêtement, j'aimerais bien te dire qu'ils vont, attaquer comme des fous et que Benfica va pas voir le jour le premier quart d'heure et qu'il va y avoir un but très rapidement. Mais ça peut être ça, comme ça peut être, l'inverse et Benfica qui qui fait mal direct, quoi. Ouais, c'est plus un sentiment un ressenti en tout cas ou un sentiment de fan de se dire, «On espère que Arsenal fera ça», plutôt qu'une certitude puisqu'on n'est jamais sûr de rien avec, Bah, la logique voudrait que avec tu le Real. reproduises ce qui a marché, mais bon, voilà. Voilà, encore une fois, on parle d'Arsenal. Patrick, on va faire un peu le même jeu que pour Jérém sur la compo. Mais avant ça, juste une question, voilà, assez vague, mais assez, et peut-être un peu bête, mais comment joue, Benfica? Pour, ceux qui ne suivraient pas, l'équipe, au quotidien et par rapport notamment à ce qu'on disait avec Jérém, sur ce pressing, sur la capacité peut-être de Benfica à ressortir de derrière. Enfin voilà, question bête, comment joue Benfica? Alors pour, faire les points importants, comme je le disais, c'est difficile, parce que moi je connais Jorge Jesus, c'est l'entraîneur que j'ai le plus vu à la tête de mon club et que j'ai le plus, analysé et avec lequel j'ai le plus appris. Donc je sais de quoi il est capable, je sais ce qu'il veut et je sais que je vois pas du tout ce qu'il veut et qu'il doit, mais genre, péter des câbles, dans le vestiaire, le connaissant. Mais bon, c'est un 4-4-2, avec les latéraux, plus à l'extérieur que les ailiers. Les ailiers aiment bien rentrer à l'intérieur et jouer à l'intérieur. Généralement, c'est un attaquant qui prend un peu plus la profondeur, un attaquant un peu plus entre les lignes, donc ça colle pas mal avec Waldschmidt et Darwin. Waldschmidt étant le joueur entre les lignes et Darwin la profondeur. Darwin a encore enfin, il a du talent, il a des capacités, mais il a beaucoup à apprendre, que ce soit sur les appels de balles, mais techniquement aussi, sur les contrôles de balles et cetera, c'est encore très limité. Je veux dire, c'est cool qu'il soit pas parti dans un énorme club, tout de suite parce que, enfin, dans un énorme dans le sens, financier du terme, parce que le Benfica est un énorme club. Mais d'un point de vue financier, ouais, ça aurait été compliqué. Heu et donc c'est 4-4-2, donc oui, donc très bien organisé défensivement, une équipe, ultra bien travaillée. Offensivement, une équipe qui, sait avoir le ballon, qui sait se projeter, beaucoup de combinaisons intérieures. On peut très souvent voir des petits jeux en triangle, devant la surface et cetera. Donc là, c'est quand je parle de manque de qualité, technique, hein, de qualité voilà, de talent, hein. Et ben, forcément, le 1-2 quand le 2 il arrive un peu trop long, un peu dans le dos, un peu sur le talon, ce genre de petits détails et ben, c'est compliqué. Hem Et c'est une équipe qui aujourd'hui, a physiquement, on le sent qu'elle pêche parce que c'est une équipe qui joue en très haut, aimant le pressing, aimant la récupération tout de suite après la perte de balle. Elle a besoin de physiquement être très bien pour répondre rapidement et avoir cette intensité, cette fraîcheur, et aujourd'hui on la voit pas et c'est pour ça que les derniers matchs, on a vu un Benfica sur la première demi-heure, très fort et puis après, tu as l'impression d'avoir enlevé les piles, du jouet quoi et de les voir s'éteindre complètement.
Donc par moment, on voit des bribes de ce à quoi ressemble le Benfica et ce que Jorge Jesus veut, mais physiquement, dans la durée, c'est encore difficile de le voir. Mais en tout cas, en termes d'organisation, sur le papier, défensive, hein, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à Arsenal, c'est une équipe qui a quand même plus de fondamentaux, dans tout ce qui est, gérer la profondeur, contrôler la ligne défensive, le placement, un placement en zone, quasi parfait et cetera, qui commence à être parfait. Mais qui, voilà, parfois, la zone demande du détail et quand tu as pas le temps de travailler, ce détail-là, c'est difficile de l'avoir. Et sur un peu la compo, qu'est-ce que, au regard des joueurs, euh, disponibles pour Georges Jesus et au regard des dernières prestations du Benfica que tu as pu voir, quelle serait la compo du Benfica face à une équipe d'Arsenal sur la Manche, puisque c'est la Manche aller, donc avec Benfica à domicile ce jeudi. On a un peu de mal à se rendre compte, hein, parce que vu que c'est pas dans les stades originaux. Donc voilà, comment est-ce que tu vois un peu la compo de Benfica ce jeudi? J'hésite vraiment entre le système à 4 derrière et le système à 5, dont je parlais. Ça me surprendrait pas d'avoir un système à 5 qu'il essaye pas de bétonner, mais d'avoir un défenseur en plus sur la ligne arrière qui permet en fait de jaillir entre les lignes pour venir empêcher des joueurs comme je disais, comme, Lacazette, comme, Smith Rowe, comme, Odegaard, comme, peut-être Ceballos aussi, d'avoir le ballon et de pouvoir, se retourner et trouver après dans les espaces des joueurs comme Aubameyang, Saka et cetera. Ou même Bellerin qui déborde sur son côté, et cetera. Et donc ça ne m'étonnerait pas de voir un système à 5 derrière. Je pense que si c'est la défense à 5, ça sera du classique avec normalement, Gilberto, s'il se remet parce qu'il avait, un petit pépin physique ce week-end, il n'a pas joué. Mais Gilberto à droite, ça serait sûrement, du coup les commencements le 1er match de Lucas Verissimo avec Otamendi, Vertonghen et Grimaldo. Un milieu de terrain peut-être, un petit peu plus offensif avec, une possibilité d'avoir un Weigl, avec soit Taarabt, soit Pizzi et ensuite les flèches, avec, Rafa, Everton, Cebolinha, comme il est surnommé au Brésil, le petit oignon et parce qu'il faisait pleurer ses défenseurs. En pointe Darwin qui a cette vitesse et donc qui est toujours une menace pour, la profondeur, surtout avec une équipe qui est peut-être pas bien organisée sur la ligne défensive. C'est important d'avoir ce joueur, qui est capable d'harceler avec ses appels, tout le temps. Si c'est pas le système à 5 derrière, ça serait les mêmes 4 derrière, donc Gilberto, Otamendi, Vertonghen et Grimaldo. Au milieu de terrain, peut-être Taarabt et Weigl du coup, Rafa, Everton et en pointe, Darwin avec peut-être Pizzi qui lui tourne autour ou Waldschmidt. Avant de passer un peu, enfin avant de conclure cette émission et de passer un petit peu au jeu des pronostics, même si bon, c'est forcément qu'on aura faux ou même si on a bon, enfin c'est toujours le jeu des pronostics de tenter un résultat sur une double confrontation. Mais Jérém, je voulais te parler justement rapidement du niveau physique peut-être d'Arsenal. Patrick parlait du niveau physique de Benfica. Est-ce qu'il y a aussi une donnée physique à prendre en compte pour Arsenal? Je pense notamment à on a vu Emile Smith Rowe avoir Mmh. beaucoup de mal ces derniers matchs, un peu moins face à Leeds, mais sur les derniers matchs, on l'a vu un peu cramé. Il y a une donnée physique à prendre en compte aussi pour Arsenal? Ouais, 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 complètement. Le calendrier est complètement, dingue et encore Arsenal a décidé de pas jouer la FA Cup, donc ça te fait quand même un match en moins, de temps en temps. Mais là, à Smith Rowe, ça allait mieux ce week-end parce que, il y avait 8 jours avant le match, contre Aston Villa où il y avait au moins une semaine, quoi. Alors qu'avant, il enchaînait tous les 3 jours et en gros, il est arrivé dans l'équipe, mi-décembre et pendant Il 2 a mois pas et demi, il arrêté, a ouais. joué l'intégralité des matchs, quasiment 90 minutes à chaque fois pour un joueur qui avait jamais enchaîné autant, et qui doit avoir 20 ans et qui est en plus, peut-être un peu fragile. Mais plus globalement, oui, il y a un souci. Saka a pas fait un match extraordinaire contre, Aston Villa. À mon avis, il était un peu fatigué aussi. Lacazette, aussi, on l'a vu. Lacazette, alors soi-disant, il y a ce problème, qu'il n'arrive pas à jouer 90 minutes, parce que pour le coup, il fait beaucoup d'efforts et que, bah, il est c'est toujours un peu le premier fusible à sortir.
Mais globalement, oui, cette équipe, elle est fatiguée et toutes les équipes, à mon avis, dans le monde, avec un calendrier pareil, seraient fatiguées. Là, Arsenal va jouer quoi? 5 matchs en 2 semaines encore. Avant cette pause, d'une semaine à cause de l'élimination FA Cup, bah, c'était pareil, c'était tous les 3 jours. En plus, le calendrier de Premier League ressemble absolument à rien. Il y a pas 2 équipes de suite qui ont le même nombre de matchs. Il y a des matchs en retard, des reports, des trucs, enfin, on n'y comprend rien et à mon avis, les joueurs, ça commence à être difficile. Quand je vois Partey, qui est à sa 3e blessure à Arsenal en 4 mois, qui a raté un match en 3 ou 4 saisons à l'Atlético. Il y a le syndrome Arsenal qui a une poisse, depuis toujours, mais je veux dire, il y a plein d'explications. Tierney pareil, c'est des joueurs en fait, il y a beaucoup de joueurs, dans cette équipe, comme Tierney, enfin beaucoup. On le voit parce que c'est les joueurs un peu émoussés rapidement, mais à force de faire des efforts, il y a beaucoup de joueurs qui vivent les matchs, qui sont à fond, qui donnent tout quoi, comme Tierney qui s'engage dans tout à la 90e minute, il peut aller taper un débordement, dribbler 3 joueurs alors que l'Arsenal mène 4-0. C'est pas du tout son problème ça, parce que lui il y va, pendant 90 minutes, il va y aller et en plus pour des joueurs, comme Smith Rowe qui étaient pas dans l'équipe, qui sont dans l'équipe que depuis récemment où il fait vraiment les efforts, ouais, il y a un problème. Et on va voir comment Arsenal, en plus, il faut combiner avec des gros, gros matchs contre City et Leicester, après chaque, confrontation contre Benfica. Le risque de blessure, un effectif, au milieu de Mmh. terrain notamment, c'est très, très, très léger. Là, surtout sans Partey. Donc moi, il y a plein de matchs comme ça où c'est pas terrible et tu te dis: «Oui, d'accord, c'est pas ils sont nuls», mais il y a aussi un aspect physique à tous ces matchs. Il y a tout ce calendrier complètement démentiel où on est en train de compresser les joueurs. On les envoie en plus là, aux 4 coins de l'Europe pour jouer une double confrontation, aucun des matchs dans leur pays. Non, c'est et je serais pas enfin, il y a beaucoup de matchs, qui sont pas géniaux, je pense aussi du fait d'une fatigue généralisée de beaucoup d'équipes, quoi. Mmh. Mais ça, je suis totalement, si je peux me permettre, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que et je pense aussi aux entraîneurs, en fait. Je rajoute, évidemment, les joueurs sont les artistes et c'est eux qu'on voit en premier. Mais je pense aussi aux entraîneurs qui ont absolument pas le temps, de travailler quoi que ce soit, en fait. Mmh. C'est récupération et récupération. Tu pas le temps de mettre en place tactiquement quoi que ce soit ou juste avec de la vidéo, donc c'est pas le même ressenti. Tu n'as pas le temps de enfin, tu n'as le temps de rien. C'est match, récupération, match, récupération, match, récupération. Et je Ouais. pense qu'effectivement, sur la qualité des matchs qu'on voit en ce moment, ça joue beaucoup le fait d'avoir beaucoup de matchs, d'avoir peu d'entraînement et donc d'avoir un spectacle qui est beaucoup moins travaillé. C'est un peu comme, je sais pas, une pièce de théâtre ou un spectacle de danse. Si on répète pas assez, et ben, forcément, le Ouais. spectacle, au bout d'un moment, est moins bien, quoi. Et Mmh. je crois qu'on répétera pas assez, jamais assez que je crois qu'on a tous envie que ça redevienne, enfin, donc que ce soit dans la vie ou dans le football, que ça revienne un peu à la normale et qu'on revoie des vrais matchs de foot avec, du public notamment, pour voir des matchs un peu plus travaillés, un peu plus avec des Ouais, mais joueurs c'est un peu moins émoussés, mais je pense que c'est pas encore, non, ils vont mettre la Super League, là, c'est bon, ils vont tout calmer, c'est bien. on n'en est pas encore, on n'en est pas encore là, ouais. On va donc conclure cette émission d'avant-match, sur cette double confrontation entre Arsenal et le Benfica sur, le petit jeu des pronostics. Je vais commencer par toi, Jérém, tiens. Qu'est-ce que tu vois, pour cette double confrontation? On va pronostiquer les 2 matchs, tiens. Heu, ouais, ça va me retomber dessus. Heu, Fais gaffe, tu la compo plus le prono, hein. ouais, 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 ouais. Faut non, honnêtement, c'est difficile, Ouais, c'est le jeu. je vois Arsenal passer parce que je peux pas, je peux pas dire autre chose. Mais je vois pas une balade, enfin, je vois pas 3-0 quoi. Je vois plutôt des matchs joués à 1 ou 2 buts d'écart. Je vois un match assez serré à l'aller et un truc qui part un peu plus en vrille au retour parce qu'il y a rien qui va dans ce match et que ça se joue à Athènes et que voilà, je pense que le deuxième match sera peut-être un peu plus ouvert. Le premier, je pense que ça va un peu plus tâtonner, un peu plus s'observer. Je sais pas, un genre de 2-1, 2-0 quoi. C'est noté, on verra avec la compo si tu as eu raison aussi. Patrick, ton prono, là aussi, assez compliqué, mais qu'est-ce que tu vois comme profil de match et comme résultat? C'est terrible de pronostiquer des matchs en ce moment. Non, mais c'est vraiment il y a aucun indice qui peut nous donner quoi que ce soit. Je veux dire, je peux même pas dire, bah, Arsenal va venir au stade de la Luz et ils vont voir l'ambiance, le machin truc. Non, c'est pas vrai. Il y a même pas ils vont même pas, aller manger des pastéis de nata à Lisbonne, donc c'est dire. Je peux,
Franchement, je me téléporte dans 3 jours là, genre, vendredi matin et on me dit: «Ouais, bah, le Arsenal a mis 3-0 au Benfica». Je dis: «Ouais, OK, je suis pas surpris». Il y a eu un 0-0 tout moisi, je suis pas surpris. Il y a eu une victoire du Benfica à l'arrache de 1 sur un but, chanceux, je suis pas surpris. Mais honnêtement, ayant forcément beaucoup plus vu le Benfica qu'Arsenal, Arsenal a quand même un avantage, c'est la qualité des joueurs et ça finit toujours par faire la différence à un instant T et à cause de ça, je vois quand même Arsenal, avoir un avantage par rapport au Benfica. Après le Benfica est capable aujourd'hui sur, voilà, de s'ils prennent un but vite, d'en prendre 2 ou 3 derrière. Je l'espère pas. Mais je vois, ouais, Arsenal passer. Alors me demande pas combien, machin, ça je suis incapable de te dire. J'allais te dire justement pour la beauté du geste, si je voulais donner Allez, un on nom. va dire un 2-1, 2-1 au premier match. Je sais même pas si c'est aller ou retour domicile ou extérieur ou je sais pas quoi du coup. À l'aller en tout cas et au retour, peut-être ouais, allez un 3-2 un peu plus serré, comme ça on verra des buts quoi. Ouais. Mais Mais franchement c'est mais au pifomètre quoi. mais je suis Ouais, entièrement d'accord sur ce match qui fait vraiment bizarre, quoi. Au-delà ouais, au-delà du fait que les 2 équipes sont un peu soit dans des tourments ou dans une transition ou dans ce qu'on veut, mettez les mots que vous voulez, mais surtout que on sent pas enfin, une on va hype. jouer à Rome et à Athènes. C'est-à-dire, Benfica gagne, ils ont gagné sur un but à l'extérieur à Athènes contre une équipe londonienne. Enfin, c'est hyper bizarre, quoi. Ça fait un peu l'Euro à 12 pays, quoi. Ouais, c'est On ça. joue Si, si, c'est si on c'est finit là-dessus, enfin, je trouve que ça fait un peu, enfin je sais pas vous comment vous le ressentez, mais d'habitude quand on arrive quand même, en phase à élimination directe d'une compétition européenne, on a quand même petite attente, une petite hype autour des matchs et j'ai pas l'impression qu'il y ait cette hype. Je sais pas comment vous le ressentez, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'en fout tous un peu de cette manière d'enchaîner les matchs comme ça et mmh. d'avoir ce match-là qui, comme tu l'as dit Jérém tout à l'heure, qui se pose un peu par là. On sait pas trop pourquoi il est là, mais il faut les jouer, donc on les joue. Enfin, je sais pas trop comment vous ressentez ça, C'est Ah la non mais Ligue c'est Europa, hein. ouais, non mais c'est totalement ça. Mais je vois par exemple le Benfica là depuis le début de l'année, donc on est, mi-février là. Le Benfica depuis janvier, c'est 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12 matchs en 1 mois et demi. Ouais, c'est Donc dur, dur. Mmh. c'est 2 matchs par semaine et encore là 6 semaines, on n'est même pas à 6 semaines totalement parce on commence la 6e semaine. Donc je peux pas en vouloir aux joueurs d'être fatigués, on peut pas en vouloir aux intervenants d'être éclatés parce que c'est pas que la physique la fatigue physique quoi. Mais Mmh, je veux c'est dire à quel mental. moment ouais c'est ça, c'est à quel moment tu te reposes psychologiquement pour te focuser sur un match d'après. C'est comme enfin je dis aux gens, genre imaginez, quand vous passiez ou quand vous passez des examens, d'enchaîner genre des épreuves du bac pendant, 1 mois et demi non-stop quoi. C'est un peu Ouais, ça le délire. Mmh. ouais. Bon, sur ces mots de transition, on va dire, on va dire de dépit presque par rapport à toute cette fatigue physique et mentale des joueurs et puis ce calendrier assez compliqué. On va donc conclure cette émission. Euh, je rappelle juste quand même que donc jeudi soir, ce jeudi le 18 février, donc c'est Benfica Arsenal, donc Benfica à domicile, Arsenal à l'extérieur, à 21h C'est heure n'importe française, au stade olympique de Rome. Voilà, en Italie. bon, en Italie donc. Et le match retour, donc c'est la semaine prochaine, le jeudi 25 février. Donc c'est Arsenal à domicile et Benfica à l'extérieur au match retour. Ce sera à 19h heure française et là ce sera à Athènes en Grèce au stade habituel de l'Olympiakos. Donc voilà, c'est un peu tout compliqué tout ça et je rappelle également que le but à l'extérieur compte double en cas d'égalité sur les deux confrontations, alors que les matchs se jouent pas dans les stades des deux équipes. Bref, on a compris que c'était un peu compliqué tout ça. Merci beaucoup, Jérém, d'avoir été là. Ben, merci pour l'invitation. Je vais rappeler vos deux hâtes sur Twitter avant de vous dire au revoir. Donc c'est Jérém donc, pour Arsenal, donc c'est Bako the Dog sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre. Patrick pour Benfica, donc c'est F Tactique, donc football tactique sur Twitter. N'hésitez pas également à aller le suivre. Merci à vous, messieurs. Merci Jérém, merci Patrick d'avoir participé à ce débat pour Arsenal French Club. Et puis, moi, je vais vous dire au revoir et puis je vais vous dire à jeudi pour le débrief donc, de ce match aller des 16e de finale d'Europa League contre Benfica.
Donc voilà, bonne journée à tous et on se retrouve pour un nouveau débrief jeudi soir. Salut tout le monde. Bonne journée, salut. Ciao.